Donc, bienvenue dans cette matinale des idées. Donc, c'est la 4e de la série. Nous avons eu le voyage interstellaire qui a déjà fait 4500 vues sur YouTube. Donc, c'est extrêmement bien pour une communication scientifique. La perception du hasard, 1600 vues. Et la stratégie pour la coopération. Le thème d'aujourd'hui, c'est civilisation et virtualité. Le sujet à débattre sera: peut-on recréer une civilisation dans un monde virtuel ? Alors là, nous sommes bien au-delà du Space 4.0 qui va être abordé lors du Conseil des ministres de l'Agence spatiale. Et notre intervenant pour nous porter donc dans l'espace du futur, c'est Jean-Christophe Bailly, qui est un ancien élève de l'école polytechnique. Il a démarré sa carrière dans la recherche fondamentale avant de devenir chef d'entreprise. C'est un ancien directeur scientifique d'Alderan Robotics, qui est le leader mondial de la robotique humanoïde. Il était en charge du laboratoire d'intelligence artificielle. Il a aussi été le fondateur et président de GhostEye, une société spécialisée dans le software, le hardware et les applications pour la robotique. Il est aujourd'hui président de NovaQuark, une société qui développe une technologie de MMO. Alors le MMO, qu'est-ce que c'est ? C'est Massively Multiplayer Online Game. Et pour vous donner un exemple et un point de repère, au moins le nom vous dirait quelque chose, World of Warcraft est l'un de ces MMO, même s'il a évolué des jeux classiques. Donc les progrès qu'on a aujourd'hui dans la puissance des machines, les technologies de cloud, rendent envisageables les perspectives de créer des mondes virtuels très réalistes, sans limite, et dans lesquels il est possible de rassembler des millions de participants libres d'interagir entre eux et en temps réel. Jean-Christophe Bailly va nous présenter son projet qui est Dual Universe, qui se situe dans un univers gigantesque, constitué de millions de planètes et dans lequel les participants disposent des outils pour construire une civilisation. Donc Jean-Christophe, c'est à vous. Merci, bonjour à tous, de bon matin. Je vais essayer d'être bien réveillé, mais étant levé très tôt ce matin à Paris. Merci, et je suis vraiment très honoré de pouvoir parler ici devant vous au CNES. Peut-être un des thèmes fédérateurs ce matin, c'est la science-fiction. Je pense que vous n'en êtes pas très éloigné. C'est cette idée que certains sujets de science-fiction qui peuvent nous passionner, à un moment donné, deviennent faisables, deviennent réalisables. Je pense, et vous serez certainement d'accord avec moi, que dans les décennies qui viennent, on va réaliser certains rêves de science-fiction liés à l'exploration des planètes. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Je pourrais parler du lien entre science-fiction et réalité autour de la robotique et de l'intelligence artificielle, puisque donc c'est mon background. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet de science-fiction qui est en train de devenir une réalité, je pense, qu'on est en train en tout cas d'essayer de faire devenir une réalité, et qui est le sujet des mondes virtuels, des univers virtuels. Alors, j'ai une petite présentation que je vais interrompre assez rapidement pour vous faire une démonstration, pour vous montrer de quoi je parle très concrètement. Et puis je vais ouvrir un certain nombre de sujets qui vont ensuite amener à questions. Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour qu'on puisse aller aux questions. Je pense que c'est la partie la plus intéressante où on peut discuter de qu'est-ce qui est en train d'arriver aujourd'hui sur ces mondes virtuels et ces civilisations artificielles. Alors je vais prendre ma télécommande. Voilà. Donc, que fait NovaQuark, cette start-up que j'ai créée en 2014, qui compte aujourd'hui 25 personnes. En fait, très immodestement, on essaie de créer la première civilisation de réalité virtuelle, qui soit gigantesque, dans laquelle il y ait du sens, on va voir ce que ça peut vouloir dire, mais dans lequel il y a un sens à pouvoir participer à l'évolution de ce monde, et qui soit émergent. On va voir tous ces points, on va les détailler. L'idée le vieux rêve, si vous voulez, qu'on emprunte à la science-fiction, c'est celui de créer un monde dans lequel tout va être possible, où on va pouvoir partager des expériences, des aventures, mais pas tout seul, mais avec d'autres gens. Donc un monde massivement connecté. Alors le principe, c'est en fait assez simple. Vous avez cet univers virtuel qui reproduit des lois de la physique, qui a un certain nombre de règles, et tout le monde peut se connecter dans cet univers via un ordinateur tout simplement, et se brancher dans cet univers et interagir avec l'environnement, donc faire des choses dans ce monde, mais également bien sûr interagir socialement avec les autres personnes qui sont connectées en même temps. C'est ce qu'on appelle le MMO, le Massively Multiplayer Online. Alors game, world, tout dépend justement du focus qu'on veut lui donner, mais c'est cette idée qu'on peut créer
un monde qui n'est pas le monde réel, qui est un monde virtuel, un monde dual d'une autre, dans lequel on va pouvoir se retrouver et faire des choses ensemble. Alors, on va parler aussi un petit peu de technologie, parce que ce qui se fait aujourd'hui se limite à quelques milliers de personnes simultanément présentes dans ce qu'on appelle la même instance, ou le même monde, ou la même zone, ce qui limite très fortement ce qu'on est capable d'imaginer, voire émerger, puisque pour avoir une ville, pour avoir une civilisation, pour avoir quelque chose qui prend de l'ampleur, sur lequel il y a certaines masses critiques d'interaction, vous n'avez pas besoin, il vous faut bien plus que 1000 personnes, il vous faut des millions de personnes qui puissent être simultanément dans le même univers. Ça, c'est un défi technique, on va en parler. D'autres défis sont liés au fait que ce monde doit être suffisamment convaincant, suffisamment immersif, suffisamment modifiable. Il faut que vous puissiez croire en vos rêves que vous imaginez, que vous incarnez dans ce monde. Vous voulez faire quelque chose dans cet univers. Vous voulez, par exemple, construire un vaisseau pour aller explorer une planète lointaine. Il faut que cet univers vous le permette. Donc, il faut une certaine richesse physique dans cet environnement qui va vous permettre de faire ça. L'autre problème fondamental dans les mondes virtuels, c'est celui du contenu. Si vous faites un monde virtuel merveilleux avec des arbres, des forêts, etc., mais il n'y a rien à faire, en fait, c'est amusant, c'est impressionnant, ça peut être divertissant pendant quelques temps, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Ce qui est fondamental dans votre univers, une fois que vous l'avez compris, vous l'avez conçu physiquement, il faut le peupler de contenu. Il faut qu'il y ait des choses à faire, il faut qu'il y ait des choses à visiter, qu'il y ait des enjeux, des conflits, etc. La façon traditionnelle dont le monde du jeu vidéo traite ce problème-là, c'est de payer des artistes, des scénaristes et des gens de grand talent pour créer du contenu. Et donc vous dépensez parfois des centaines de millions de dollars pour créer des univers riches. Certains recréent des villes anciennes, certains recréent des univers de science-fiction complètement imaginaires, mais ça coûte très très cher. Et la façon dont on veut nous aborder le problème de la création du contenu, et qui fait que le projet est complètement original et intéressant, on s'intéresse au contenu émergent. C'est-à-dire qu'on va mettre des briques de base dans cet univers, à la fois physique et social, donc des espèces de Lego, si vous voulez, que vous allez pouvoir assembler pour pouvoir recréer le contenu que vous voulez. On va regarder quelques exemples, ça va être très concret, mais déjà au niveau de la construction, ce qu'on permet dans ce monde, c'est de modifier librement l'environnement, de changer, d'aller creuser dans le sous-sol pour récupérer des matières premières, de les transformer ensuite via un processus industriel, de les recombiner ensuite pour faire ce qu'on appelle du crafting, c'est-à-dire en fait de l'impression 3D pour fabriquer des pièces, d'assembler ces pièces pour fabriquer un vaisseau, partir dans l'espace, mais aussi construire ces structures sociales, c'est-à-dire mettre en place des organisations, mettre en place la gestion du pouvoir, des territoires, la finance, les équilibres entre les différents joueurs qui émergent de l'interaction des joueurs eux-mêmes. C'est en ça qu'on parle de civilisation artificielle et qu'on essaie de recapturer, si vous voulez, les mécaniques fondamentales qu'on voit dans le monde autour de nous, dans la réalité, les vraies civilisations. Et on essaie de déconstruire les processus qui donnent naissance à ces civilisations pour arriver à ces briques de base et les réinjecter dans cet univers virtuel pour que les joueurs ou les participants, je ne sais pas trop comment il faut les appeler, on pourra en débattre d'ailleurs, est-ce un jeu ou est-ce un peu plus que ça, en tout cas, on va dire les participants puissent se saisir de ces briques et reconstituer ce qu'ils veulent. Alors justement, un exemple de choses sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on a essayé justement de déconstruire pour fabriquer ces briques de base, c'est l'économie. Donc on est revenu à des principes très fondamentaux de l'échange de biens et de services entre les différents participants, et on met en place des éléments pour que les gens puissent créer leur propre économie, créer une place de marché dans laquelle ils vont pouvoir vendre des choses qu'ils ont soit créées, soit achetées, soit volées à d'autres. Donc toutes les dimensions, c'est pas un monde idyllique. On crée vraiment une grande liberté. Donc il y aura des forces qui s'opposent, il y aura des pirates, mais il y aura des défenseurs contre les pirates. Et donc c'est vraiment l'idée de laisser l'émergence décider où l'équilibre va se positionner. Ce qu'on a envie, en fait, c'est d'être surpris par le résultat. Agréablement surpris, si possible, mais surpris, c'est-à-dire de laisser vraiment ces systèmes évoluer et trouver leur équilibre par eux-mêmes. Building, c'est-à-dire la construction, je vais vous en montrer un exemple, donc c'est ce que j'ai commencé à dire, sur le fait qu'on peut collecter de la matière, la réassembler et l'utiliser pour faire des choses, par exemple construire une ville, construire une station orbitale gigantesque, on va y aller, c'est beaucoup plus facile que dans la vraie vie. Il y a aussi ce côté, c'est que dans ces mondes virtuels, c'est bigger than life, et puis
ce qui occuperait probablement l'intégralité de la vie d'un milliardaire dans la vraie vie, par exemple aller sur Mars, vous voyez ce que je veux dire, on peut réaliser en quelques jours dans cet univers-là quelque chose qui va nous y amener. Donc il y a quelque chose de satisfaisant dans le fait que nos rêves ne sont pas inaccessibles. C'est bigger than life. Ça reste de l'entertainment à la base. La politique, on s'est aussi intéressé à la façon dont les organisations humaines finalement étaient structurées. Quel est le point commun entre une nation, une entreprise, une nation démocratique ou une nation dictatoriale. Donc on a essayé de déconstruire toutes ces structures humaines pour se ramener à des blocs de base. Donc si ça vous intéresse, on pourra en discuter. Ça pourrait durer assez longtemps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur chacun de ces sujets. Mais voilà, on s'est demandé comment trouver, si vous voulez, un parallèle, le langage machine qui permet de reconstituer la plupart des organisations humaines. C'est presque une théorie de la question des organisations. Bien simplifiée, évidemment. Mais c'est un premier pas dans cette direction. La notion de territoire, on va voir un exemple. La notion de commerce, la science. C'est dans cet univers-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est possible d'innover. Ce qui, à mon sens, n'existe dans aucun autre projet de ce type. Vous avez en général du contenu figé. Par exemple, vous allez avoir un monde dans l'espace, un jeu qui se passe dans l'espace. Vous avez un certain nombre de vaisseaux spatiaux qui sont conçus par les fabricants du jeu, et vous pouvez éventuellement les fabriquer, mais en fait, vous collectez les matières premières, vous allez avoir le vaisseau numéro 24, il y en a peut-être une centaine, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas voir apparaître des types de vaisseaux nouveaux. Vous ne pouvez pas avoir une innovation sur les systèmes de propulsion ou le système de contrôle de ces vaisseaux. Ils sont en fait tous pareils. Parce qu'on a la possibilité de builder, parce que vous allez voir, on peut fabriquer ses propres vaisseaux, en fait, on hérite directement de cette propriété qui est qu'il y a de l'innovation possible dans cet univers. On peut construire un vaisseau mieux que les autres, et puis de ce fait, en faire un blueprint et le reproduire sur des marchés, on va le reproduire dans des usines, et ensuite le vendre sur des marchés et devenir un grand succès commercial dans la fabrication de vaisseaux cargo, de transport, par exemple, ou de vaisseaux militaires, si ça vous amuse. Et donc il y a cette dimension d'innovation qui est très très intéressante. Et quand vous cherchez à modéliser l'économie et à faire un système qui s'en approche de manière un peu réaliste, il est évident que l'innovation est centrale. Parce que c'est un des moteurs fondamentaux de l'économie réelle. Et la guerre, évidemment, puisqu'il y a un moyen dans cet univers d'entrer en conflit, de se battre, de prendre possession par la force des constructions des autres. Alors il y a des règles, il y a des limites pour qu'on ait des zones de relative sécurité, ce qu'on appelle des safe zones, dans lesquelles formellement toute agression est impossible, etc. etc. Donc donner un petit peu des zones qui pourraient émerger également, je pense, mais qui prendraient beaucoup de temps à émerger. Dans la réalité, ces zones ont émergé. Vous voyez, la France, par exemple, c'est un endroit relativement peaceful. On n'a plus trop peur de se faire envahir et attaquer en permanence. Donc on peut sereinement construire des choses dans un pays comme la France. Mais ce n'est pas arrivé comme ça. Alors, ça a pris des millénaires, en réalité, d'asseoir cette stabilité. Et il y a encore un siècle, ce n'était pas du tout acquis. Donc ça fait partie de ces arbitrages qu'on doit faire quand on crée un monde virtuel comme ça. Si on dit tout doit émerger, est-ce que ça ne va pas prendre trop de temps? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on ne devrait pas l'intégrer comme une donnée disponible dès le départ? Je vous donne un autre exemple aussi, la monnaie. On a décidé qu'il y aurait une monnaie unique, partagée par tous les participants, parce que voilà, ils pourraient faire émerger une monnaie, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait envisageable qu'ils débutent par exemple, en décidant arbitrairement que certains matériaux sont une monnaie d'échange, et puis voilà, l'or par exemple, et puis ça se stabilise entre les différents participants, mais la réalité c'est qu'il va y avoir un foisonnement de monnaies différentes, que ça va rendre le commerce très compliqué, parce que simplement comprendre la valeur des choses en faisant des conversions en permanente, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on sait qu'il faudra plusieurs années de temps réel avant que se crée une monnaie vraiment qui facilite les échanges économiques. Donc on décide arbitrairement que, ok, on va mettre une monnaie standard, et on passe cette étape-là qui n'est pas très intéressante. Peut-être on se trompe d'ailleurs, peut-être que c'est une étape fondamentale en réalité qui est nécessaire à l'émergence d'autres choses. Bon, on fait des paris sur ça. Voilà, donc je vous ai donné un petit aperçu, on pourrait parler pendant des heures sur tous ces aspects. On essaie donc de créer un théâtre gigantesque, partagé par tout le monde simultanément, qui est persistant, qui ne s'arrête jamais. Cet univers est
et unique, partagé par tout le monde. Il n'y en a pas plusieurs versions, quelque chose comme ça. Dans lequel on a mis des briques de base à la fois physiques, qui permettent de reconstruire des choses, mais également sociales, qui permettent de reconstruire des structures sociales ou économiques, politiques. Et on enclenche la machine et on espère que sur une durée qui peut s'étendre sur plusieurs années, on voit émerger des civilisations, des structures politiques, économiques, peut-être très originales. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi. C'est cette idée que l'expérimentation économique ou politique, c'est quelque chose qui est très risqué. On a essayé au siècle dernier, ce n'est pas une très bonne idée. Je veux dire par là, c'est quelque chose qui est difficile. Et dans un monde virtuel, c'est évidemment beaucoup moins cher et beaucoup plus... ça ne pose pas de problème. Et il y a quelque chose d'intéressant derrière cette idée que peut-être ça peut être aussi le terrain d'expérimentation de nouvelles idées. On verra. Peut-être ça n'ira pas jusque-là, mais qui sait, si on met suffisamment, si vous voulez, si on met les ingrédients clés, si on a mis la masse critique de complexité, si vous voulez, pour que tout ça ait un sens, qu'on capture suffisamment la complexité du monde réel, peut-être qu'on peut apprendre quelque chose au terme de plusieurs années dans cette simulation qui peut être intéressant pour le monde réel. C'est une possibilité. Alors, on va aller à la démo. Donc, je vais changer de place, je vais mettre ici, et je vais vous plonger dans le monde de Dual Universe. Alors, ce que vous allez voir, c'est ce qu'on appelle une pré-alpha. Donc, après ça, il y a une alpha. Après l'alpha, il y a une bêta. Et après, il y a la première version du jeu qui sort fin 2018. Donc autant vous dire que ce que vous voyez, c'est vraiment très 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 tôt. En particulier, je le placerai plus non pas comme une démonstration d'un jeu, parce que vous allez voir beaucoup de mécaniques qui sont très simplifiées, mais plus un démonstrateur technologique. Parce que le sujet aussi, dont on reparlera juste après, j'ai des vidéos qui vous montrent un peu comment ça marche, mais le sujet clé pour faire ça, c'est pas d'avoir l'idée. Cette idée d'un monde virtuel partagé par tout le monde, ça fait des années et des années qu'elle traîne, c'est pas original. C'est pas plus original que vouloir aller sur Mars. Ça fait des années qu'on en parle. Le problème, c'est la technologie, la faisabilité. Donc on a résolu des problèmes techniques très compliqués pour permettre de faire ce dont je vous parle et ce que vous allez voir dans un instant. Donc c'est un démonstrateur techno, allons-y. Bienvenue dans le monde de Dual Universe. Alors vous êtes ici sur une planète qui s'appelle Alioth, qui est la planète de départ sur laquelle tout le monde va démarrer. Il y a ce qu'on appelle une backstory, c'est-à-dire une histoire qui explique en fait qu'est-ce que vous faites là et quel est le fond de l'affaire. J'ai un slide sur ça, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est pas très important pour la démo. Le fait est que vous êtes sur cette planète, vous démarrez, donc vous voyez une assez grande planète. La première chose que je veux vous montrer, c'est que tout est éditable. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre des cubes, déployer des cubes, pourquoi pas par terre. Ça vous rappelle Minecraft peut-être. Donc il y a un côté Minecraft, mais en réalité, ça va bien plus loin que Minecraft, puisqu'on est capable de déployer n'importe quelle forme, qui peuvent s'intersecter les unes les autres. On peut aussi, bien sûr, faire l'opération inverse, qui consiste à creuser. Vous voyez, là, je suis en fait en train de miner, tout simplement. Alors, je suis tombé sur un filon de cuivre. C'était ce truc un peu... pas rouge mais brun là, et vous voyez là je creuse. C'est aussi simple que ça. Donc je peux créer des structures très grandes. Voilà. Donc j'ai modifié l'environnement. Donc déjà ça c'est très très compliqué à faire techniquement. Ensuite je vous ai dit je peux creuser jusqu'au centre de la planète, mais en réalité en pratique j'en serais pas capable, simplement parce que cette planète est gigantesque. Je vous propose de faire un tour pour la voir justement et avoir une idée de quoi je parle. Voilà, donc ça, vous avez ça en temps réel. Vous partez dans l'espace, la petite station orbitale, on va y aller tout à l'heure. Mais voilà, vous êtes en orbite d'Alioth, qui fait à peu près 100 km de rayon, donc c'est une petite planète. Hein. Je pense même à cette taille-là, c'est même pas une planète. Hein. Mais on est obligé de réduire les proportions. Tout simplement parce qu'on ne va pas avoir 7 milliards d'individus dans notre jeu. Je l'espérerais bien, mais à mon avis, non. Et donc, si vous voulez pas créer un univers beaucoup trop grand, vous êtes obligé de changer un petit peu les proportions. Il y a aussi des raisons techniques pour lesquelles on est obligé de limiter la taille des planètes. Voilà, alors, en fait, cette planète n'est pas seule. On en a rajouté un certain nombre. Ce n'est pas du tout réaliste. On les a mises les unes à côté des autres, simplement pour des raisons de démonstration, c'est plus pratique. En réalité, elle serait bien entendu beaucoup plus éloignée. Et je vais, par exemple, tout simplement m'approcher de cette planète. Ce que vous voyez là, au passage, c'est ce qu'on appelle le God Mode. C'est-à-dire que je vole librement et personne ne pourra faire ça.
à part moi. Non, personne. C'est simplement un outil de démonstration qui permet de faire une démo comme je vous montre là, parce que on va prendre le contrôle d'un petit vaisseau dans quelques minutes. C'est quand même un petit voyage de passer de cette planète à cette autre planète. Donc comme on n'a pas trop de temps, je passe en mode Dieu. Alors je vais faire un autre truc rigolo, qui est pas mal. C'est, vous voyez, je peux contrôler le soleil. Alors là, techniquement, je triche un peu, je fais tourner le soleil autour des planètes. Parce qu'on n'a pas encore développé une des parties de la techno qui va permettre de faire tourner les planètes. C'est pas très compliqué, mais c'est un peu subtil. Si vous voulez, il faut entraîner l'atmosphère avec pour que quand vous décollez d'un vaisseau, vous n'ayez pas d'un seul coup le sol qui se met à bouger en dessous de vos pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que vous avez gratuitement avec la vraie physique, vous devez le simuler dans un monde comme ça. On ne l'a pas encore fait. Vous voyez que l'ombre portée, je le refais là, vous voyez à peu près au centre de l'écran, l'ombre portée évolue en temps réel. Donc si quelqu'un était en fait debout sur cette montagne là qu'on voit à peu près au centre de l'écran, il verrait le soleil se lever ou se coucher en temps réel. Donc c'est très immersif. Et là je suis sur cette espèce de planète déserte, qui a une atmosphère néanmoins. Alors tout ça n'est pas très réaliste, hein. Si on discute de la faisabilité d'une atmosphère compte tenu du fait qu'il n'y a pas de plantes, etc., on est bien d'accord que ce n'est pas réaliste. Mais on va essayer de travailler en fait à rendre ça plus réaliste, à essayer de ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que planète avec atmosphère égale un minimum de végétation pour que ce soit cohérent. Et je dis peut-être des bêtises d'ailleurs en disant ça, et on sera ravis d'avoir des échanges avec des experts du sujet. S'il y en a parmi vous, n'hésitez pas. Alors voilà, je suis sur cette autre planète. Bon, de la même manière, vous voyez, je peux creuser et modifier l'environnement, poser mes sphères, mes triangles, etc. Donc c'est bien pour vous dire que tout est éditable. Et puis je vais faire une autre chose ici pour vous montrer un aspect important du concept, c'est que je vais créer un petit vaisseau spatial. Alors, un truc tout simple. Ça commence par déployer ce qu'on appelle un core unit, c'est-à-dire simplement une amorce, une espèce de graine sur laquelle on va pouvoir coller de la matière. Donc là, je déploie, ça va être du cuivre. Hein. C'est pas très, rien de tout ça n'est réaliste, c'est très simplifié pour vous montrer les concepts. Hein. En réalité, c'est un peu plus long que ça. Vous avez accès à des outils. Alors, attendez. Voilà, hop. Vous avez accès à des outils un petit peu plus sophistiqués que poser des cubes. Vous pouvez sélectionner une surface ici, et puis on va en faire une autre là. Et vous voyez que le système est capable de remplir, de remplir l'espace. Oh, je m'arrête là parce que ça prendrait un peu de temps de fabriquer un joli vaisseau. Alors je vais en faire un moche. Et simplement vous montrer qu'il y a une notion de sculpture. Vous sculptez une forme qui peut être absolument gigantesque. Donc vous pouvez créer une armature, une infrastructure en sélectionnant vos matériaux. Là j'ai pris du cuivre, mais vous avez d'autres matériaux. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire un choix d'ingénieur, de trouver les matériaux les plus résistants, les plus légers, etc. Et puis vous allez ensuite ajouter ce qu'on appelle nous des éléments, c'est tout simplement des parties opérationnelles. Alors, plutôt que mettre ça, je vais mettre ça pour que ce ne soit pas trop ridicule en étant au CNES, quand même. Donc on va faire semblant qu'il y a des moteurs. Donc là je branche des moteurs qui ont vocation donc, à faire avancer ce machin. Alors, en réalité, ce que vous allez voir là, c'est un truc qui marche à tous les coups parce qu'on a court-circuité la physique, mais croyez-moi sur parole, on a un vrai modèle physique qui fait que quand un moteur pousse, il y a une force qui s'applique. Et en fonction de l'endroit où il se positionne, où vous l'avez mis, ça va pousser différemment. La plupart du temps, ça va partir en vrille. Voilà. Il y a un petit côté, pour ceux qui connaissent Kerbal Space Program, qui est un jeu très connu. Vous devez connaître normalement. Si vous ne connaissez pas, allez regarder, parce que c'est quand même pas mal par rapport à l'exploration spatiale. Et en plus simple, il y a ce côté-là. Et on va permettre aux gens aussi de scripter, c'est-à-dire d'écrire un petit programme qui permet de coordonner la force, l'intensité qu'on attribue à chacun des moteurs en fonction d'une commande qui va être à la main du joueur. Donc vous voyez, il y a la possibilité pour les joueurs les plus chevronnés d'aller vraiment programmer des contrôleurs, programmer des autopilotes, programmer des systèmes d'atterrissage et que sais-je. Pour la bonne marche, pour la plupart des joueurs qui ne seront pas experts ou qui ne travaillent pas au CNES, on a un système automatique qui va automatiquement configurer le vaisseau de telle sorte qu'il y a un script de contrôle qui va le faire marcher. Pour autant que physiquement il soit capable de marcher.
Si vous voulez que le truc avance et vous n'avez pas mis de moteur qui pousse, bah, ça avancera pas. Mais en revanche, si vous avez mis suffisamment de moteur ou ce qu'on appelle des adjustors aussi, on a, vous voyez, ces trucs-là, ça sert à faire des petits pour donner une petite force qui ne consomme pas beaucoup, mais qui permet d'orienter le système. Il y a un petit côté sympa de construction que, encore une fois, là, je vais vous chanter complètement parce que, en fait, c'est un peu compliqué de fabriquer un truc qui vole correctement. Donc là, on a une version beaucoup plus simple. J'ai le nez dessus, donc ça aide pas. Voilà, je place un cockpit et je vais juste avoir besoin quand même de lui mettre un gyroscope pour qu'il sache à peu près où est l'avant, parce qu'il n'y a pas d'avant naturel, puisque ce truc est un vaisseau, parce qu'on a décidé de l'appeler un vaisseau, mais en réalité, c'est juste un conglomérat de formes et d'objets collés les uns aux autres. Donc on lui dit où est l'avant. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien c'est formidable, je peux montrer dans le cockpit, vous voyez, c'est beaucoup plus simple que chez vous. Je décolle, je mets les gaz et c'est parti. Voilà. Donc ça c'est quand même très 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 cool. Et après une longue journée à essayer de faire voler des vraies fusées, vous pouvez venir vous détendre dans un monde où ça se fait en un petit quart d'heure tranquillement. Je trouve ça pas mal. Bon, plus sérieusement, cette démo, comme je vous dis, elle est très simplifiée pour vous donner l'idée, l'idée derrière tout ça, mais il y a un vrai jeu derrière ça, il y a une vraie difficulté, et on pense que peut-être 1 à 5% des joueurs vont vraiment s'y mettre et s'y intéresser à cet aspect-là. Mais comme on est dans un univers qu'on appelle, nous, systémique, dans lequel vous avez potentiellement des millions de gens qui interagissent et qui coopèrent, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très doué, qui fait un vaisseau formidable, qui va en faire un blueprint, qui va, comme j'ai dit tout à l'heure, va le reproduire dans des usines et va le vendre aux autres joueurs. Autres joueurs qui ne s'intéressent pas du tout à la fabrication de vaisseaux, mais qui néanmoins sont de très bons pirates, de très bons commerçants, de très bons je ne sais pas quoi, et qui sont capables de générer de l'argent en jeu pour eux, de l'argent virtuel, avec lequel ils vont acheter le vaisseau en question. Donc il y a une vraie notion d'économie où vous avez, en fait le mot-clé c'est la spécialisation des joueurs. Vous avez la possibilité de vous spécialiser dans ce qui vous intéresse le plus et d'acheter ce qui ne vous intéresse pas. Donc on n'hésite pas à avoir certaines mécaniques qui sont très ambitieuses, parce qu'on sait que le but n'est pas que tout le monde puisse le faire, mais que pour ceux que ça intéresse vraiment, il y a un challenge, il y a quelque chose de gratifiant. Donc là, j'ai mis un peu les gaz pour m'approcher de cette station orbitale, qui est construite en fait exactement de la même manière que ce que vous venez de voir. Simplement, on a utilisé des power tools pour aller plus vite, parce qu'elle fait 8 km de long, elle est monstrueuse, et donc tout simplement, la fabriquer, on ne sait même pas combien de temps ça prendrait pour les gens dans le jeu. Peut-être 1 millier de joueurs pendant 1 an s'affairerait à collecter les ressources, organiser le chantier, bien sûr faire les plans, concevoir tout ça, organiser probablement des alliances politiques avec les forces sur la planète s'ils font ça en orbite d'une planète, pour assurer leur défense, etc. etc. C'est une véritable aventure que d'ores et déjà un certain nombre de joueurs qui connaissent le jeu se sont fixés de réaliser. Vous voyez, vous donnez un rêve, vous dites voilà, c'est possible, et en fait les gens s'emballent et se disent super, on va faire ça. En gros, ils veulent faire l'étoile noire, quoi. L'énorme station orbitale pharaonique dans lequel des milliers de joueurs peuvent vivre en même temps. Alors on s'approche, la vitesse d'approche est un petit peu rapide. Je vais essayer quand même de ne pas me faire un plantage de si bon matin. Voilà. Alors comment vous donner un sens des proportions? Je vais me poser et puis je vais repasser en God mode pour tout simplement vous montrer la taille de ce truc, quoi. Parce que là on ne se rend pas compte. Vous voyez au passage le chargement dynamique des niveaux de détail. Vous voyez de temps en temps ça pop, il y a plus de détails qui apparaissent. C'est bien sûr une de nos innovations. Là, enfin, c'est très commun de faire ça, mais de le faire à cette échelle-là et surtout avec des environnements modifiables, puisque cette station, vous allez le voir, est complètement éditable et modifiable. Donc c'est comme ça qu'on gère la charge qui serait pas tenable sinon d'afficher tous ces détails, tous ces polygones en temps réel. Alors voilà, on va dire qu'on est à peu près arrivé. Donc je coupe les gaz, je me pose, on va dire, et je sors dans le cockpit. Vous voyez, c'est facile, hein. Il n'y a qu'à. Alors voilà, donc je suis sur cette station. Alors première des choses, je vais vous convaincre qu'elle est entièrement éditable. Donc voilà, pareil, je fais mes dégradations habituelles.
puisque tout ça est permanent. Hein. C'est à chaque démonstration, je casse un petit bout de plus de cette pauvre station. Et donc voilà, vous voyez, tout est modifiable. Et pour vous donner un sens des proportions, je reprends. J'ai peut-être été un peu trop vite là. On va revenir. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le petit vaisseau dans lequel on est arrivé. Et vous voyez la taille du truc. C'est gros. Je ne sais pas dans combien de temps on sera capable de construire en vrai des trucs aussi gros, mais il va falloir trouver un moyen de monter tout ça dans l'espace et que ça coûte pas cher. Là, c'est cool. Ah, on n'a plus d'image ici, c'est bon. Là, c'est cool puisque c'est pas. Si vous voulez, les barrières sont largement abaissées. Je vous montre juste pour conclure sur cette station orbitale. Après, on finira sur la planète et je vous aurai montré ce que je peux vous montrer pour l'instant. Voilà une salle de commande telle qu'elle pourrait peut-être exister dans une station comme celle-là. Vous voyez, ça, les détails ne sont pas chargés encore, voilà, ça vient. Bref, en tout cas, vous voyez ici une salle de commande avec des écrans. Pour l'instant, c'est des placeholders. On aura à terme, évidemment, des informations pertinentes. Le but étant qu'une salle comme celle-là ait un sens, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas là que pour des raisons esthétiques, mais qu'on puisse avoir effectivement des joueurs. Par exemple, ce siège, voilà, la personne s'assoit là et son samedi soir, elle va s'occuper des autorisations de docking pour le hangar numéro 47 en vérifiant les antécédents des gens qui essaient de se connecter pour vérifier si on les laisse vraiment entrer dans la station ou pas. Pourquoi pas ? Il y a un sentiment de participation à une organisation, à une communauté qui peut être très excitant parce que vous avez vraiment un job dans une station orbitale gigantesque dans le futur. C'est mieux que le cinéma. Alors voilà, donc je conclus sur la station. Encore une fois, regardez les proportions de ce truc, c'est absolument énorme. Et je vais redescendre. Alors, pour ceux qui ont l'œil un peu fin, ça lag, le framerate n'est pas très bon. Pour deux raisons. D'abord, c'est pas une version optimisée, on a fait beaucoup mieux depuis. Je vous montre une version démo là, qui est stabilisée. Et l'autre raison, c'est que j'ai pas réussi à me connecter sur nos vrais serveurs. Donc là, je tourne une machine virtuelle sur ce PC qui fait tourner le serveur. Donc j'ai le serveur et le client sur la même machine. Ce qui évidemment coûte un peu, puisque tout ça, c'est quand même assez lourd en termes de calcul. Je vous montre ici un autre type de vaisseau qui serait plus une espèce de corvette pour 50, 100 personnes. Encore une fois, tout est éditable. Hein, oui, j'ai fait des dégâts de démo précédentes, comme ça, vous le voyez. Voilà. Alors, par ailleurs, voilà, les planètes elles-mêmes, on va travailler à créer des biomes, c'est-à-dire des environnements qui soient intéressants à visiter. Là, par exemple, je suis dans une forêt. Voilà, ça se veut assez joli. Je ne sais pas comment ça rend sur l'écran. Oui, c'est pas mal. Et je vais enlever ça, voilà. Donc vous voyez, là je suis dans cette forêt, je peux éditer, pardon, creuser, récupérer des matériaux, etc., couper des arbres. Et puis pourquoi pas créer ma petite maison dans cette forêt ou en haut d'une montagne ou whatever, ce que les gens ont envie de faire. En fait, la liberté est totale. Et voilà, le mot-clé, c'est l'émergence. Et puis on se réveille un matin, il y a cette planète gigantesque, cette lune, cette station orbitale. Il y a c'est un sentiment de réalité parce que les choses sont persistantes, parce que quand je tourne la tête, la station ne disparaît pas pour des questions de gestion de mémoire ou des choses comme ça, ce qui est en fait le lot de beaucoup de jeux encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait semblant, on fabrique des trucs qui donnent l'impression que l'univers est grand, etc. Mais en réalité, on entre seulement maintenant dans l'ère où technologiquement, on est capable de faire des univers comme celui-là, dans lequel tout est persistant, visible et accessible à tout le monde. Voilà pour la démo. Je reviens sur la présentation. Je vais donner quelques exemples de ce qu'on peut faire dans Dual Universe et puis ça donnera un petit peu un peu plus d'ampleur au cadre dans lequel j'ai présenté tout ça. La première des choses qu'on peut faire dans Dual Universe, c'est une organisation, c'est-à-dire ce que dans certains jeux on appelle des guildes ou des corporations. C'est-à-dire simplement un ensemble de joueurs qui s'assemblent et qui décident de se fixer un but et de se fédérer autour de ce but. Et vous voyez là la première page de notre site en ligne qui s'appelle community.dualthegame.com sur lequel les gens peuvent se connecter, créer un personnage et commencer à créer leur organisation et recruter. Et vous voyez là, on en a 945 déjà de créés, alors que ça fait que 3 mois qu'on a lancé cette page. On a 30 000 personnes sur notre newsletter, ce qui est aussi colossal vu notre taille, vu d'où on vient et surtout vu le peu de temps auquel on a acquis cette communauté.
En 3-4 mois, on est parti de rien, parce qu'on a commencé à communiquer lors d'un salon qui s'appelle l'E3 en mai dernier. Et en 3-4 mois, on a rassemblé cette communauté qui est vraiment à la fois très grande par rapport à nos moyens, par rapport à qui on est, mais également aussi très très impliquée. Vous voyez les organisations créées, Terran Union, 272 membres. Ces gens-là ont déjà créé une constitution pour structurer leur fédération, en fait. Vous avez des gens qui se sont positionnés comme des fabricants équivalent d'un Dassault, si vous voulez, fabricants d'armes et de vaisseaux militaires. Donc ils ont déjà leur catalogue où ils proposent différents types de modèles, etc. C'est hallucinant. Il y a des gens qui font des podcasts, ils en sont à leur 17e épisode, des podcasts d'1h30 où ils rassemblent 10 personnes et qui discutent pendant 1h30 de Dual Universe, des mécaniques, de ce qui va se passer, de ce qu'ils veulent faire. C'est hallucinant. Donc on a touché juste, je pense, sur cette fibre, ce rêve de dire aux gens, voilà, on va vous créer ça s'appelle un sandbox, un bac à sable, dans lequel vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Donc allez-y, imaginez, créez. Nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que techniquement, ce que vous voulez faire, on puisse le faire. Et que bien sûr, ça ne gêne pas l'évolution du gameplay ensuite, etc. Donc ça marche très très fort. Et l'une des premières choses à faire dans Dual Universe, c'est créer ou rejoindre une organisation qui va mutualiser un objectif. Et là encore, c'est une très grosse différence par rapport à d'autres jeux. Non pas le fait qu'il y ait des organisations, mais le fait qu'on s'en remette à ces organisations pour créer des objectifs. Parce que dans la plupart des jeux, vous avez en fait des quêtes. Vous avez des scénaristes qui font, voilà, il y a un magicien, alors vous avez parlé au magicien, il dit il me faut des champignons, machin, dans la forêt dangereuse, là, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les quêtes FedEx, etc. Tous ces trucs-là, c'est un peu vécu. Beaucoup de gens attendent autre chose. Et notre réponse à nous, c'est de dire, les quêtes, c'est vous qui allez les faire. Et parce que c'est votre quête, votre rêve, votre envie, ça va prendre une dimension incomparable. Et puis ça aura plus de valeur, ça aura plus de sens. Vous vous souvenez, j'avais dit, un des objectifs, c'est de créer un monde qui ait du sens. Et en fait, quand vous avez vos propres rêves, vos propres objectifs dans cet univers, en fait, vous créez du sens. Et du coup, il devient réel, parce que ce qui s'y passe a de l'importance. Si votre station orbitale se fait détruire, vous y avez passé des heures et des heures, des jours, des mois, peut-être des années, ça a de l'importance. C'est grave. Donc c'est quelque chose qui dépasse simplement le petit amusement. On crée quelque chose qui prend du sens, qui prend une certaine forme de réalité. Alors, je vous rassure aussi, quand des choses sont détruites, vous avez la possibilité de les reconstruire beaucoup plus facilement que dans le monde réel. Ça fait partie aussi de la gestion de la frustration. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous ne pouvez pas mourir non plus. Parce que quand même, derrière tout ça, les gens qui participent, c'est des clients. Donc si vous faites que votre client, vous le tuez virtuellement, s'il ne peut plus se connecter, c'est fini. C'est pas très très bon comme stratégie. Ça existe, ça s'appelle le permadeath. Tous les gens qui ont essayé de mettre ça dans un jeu se sont plantés, ça a été un échec. Allez savoir pourquoi. Je vois une autre chose qui est liée, qu'on vient de terminer, donc je vous le montre parce que je suis content, c'est la notion de territoire, donc la gestion de la surface d'une planète en termes de qui possède quoi. Et vous voyez qu'on a de manière assez classique recouverte avec des hexagones. Je vous rassure, il y a 12 pentagones aussi, mais globalement, ça ressemble à des hexagones un peu partout. Et vous avez la possibilité de vous attribuer ou d'attribuer à votre organisation un ou plusieurs de ces hexagones. Et quand vous avez fait ça, vous êtes capable de contrôler qui a le droit d'entrer, qui a le droit d'éditer le sol, donc en quelque sorte qui a le droit de miner, ce qui est un enjeu fondamental, et qui a le droit de construire des structures permanentes dans cet hexagone qui fait à peu près 1 kilomètre de diamètre. Donc ça, c'est un élément fondamental. Bien sûr, les joueurs au début vont essayer de conquérir des endroits les plus intéressants, là où il y a les ressources les plus importantes, là où il y a les emplacements géostratégiques les plus importants, parce que voilà, il y a certains partenariats avec d'autres qui sont pas loin, etc., etc. Vous commencez à sentir qu'il y a un potentiel capturer un petit peu de la complexité de la géopolitique du monde réel avec ce genre de choses. Donc on a cet aspect-là. Je vous mets très rapidement une liste de choses que je peux évoquer, c'est la notion de gestion des droits et devoirs. On a déconstruit, à nouveau avec cette histoire d'essayer de trouver des building blocks fondamentaux, on a déconstruit, on s'est demandé quelle est la façon de représenter, de formaliser en fait la notion de droits et de devoirs. Donc on a un système qu'on a mis au point pour permettre aux joueurs facilement de décider qui a le droit de faire quoi, avec qui, quand,
contre quel argent, pourquoi, etc. Enfin, de structurer de manière assez fine la gestion des droits et d'enforcer cette gestion, bien sûr, dans le jeu. Je vous en ai un petit peu parlé, les vaisseaux sont physically based, c'est-à-dire qu'il y a des vraies forces physiques, et donc il y a un enjeu intéressant à les construire, à les optimiser. Il y a des arbitrages à faire entre la quantité de carburant que vous allez prendre, mais dans ce cas-là, le poids augmente et donc votre accélération va être capée. Et donc vous avez un choix entre des vaisseaux très rapides, plus légers, ou des gros machins qui vont transporter beaucoup de volume. Ce genre de choix, on essaie de les voir émerger aussi en ayant tout simplement une base physique derrière la construction des vaisseaux. Bon, assez intéressant et loin d'être terminé, et je pense que ça pourrait être des choses que certains d'entre vous auraient peut-être envie de regarder aussi, pourquoi pas. Je vous ai dit aussi que tout ça était probable en Lua, qu'on a une économie réaliste. Donc réaliste, ça veut dire que quand vous créez un marché, qui est en fait un endroit formel pour pouvoir se faire rencontrer l'offre et la demande, vous avez un carnet d'ordre, c'est-à-dire vous pouvez mettre des ordres d'achat, des ordres de vente, et en fonction de la pression à l'achat ou de la pression à la vente, vous avez un équilibre qui se forme. Et c'est en fait la façon qu'on a choisi d'implémenter la notion de prix pour quelque chose. On n'a pas un prix fixe pour, par exemple, une matière première donnée. Du cuivre, je suis incapable de vous dire quel va être le prix du cuivre. C'est les marchés collectivement gérés par les joueurs qui vont déterminer ça. Et les marchés, ça ne veut pas forcément dire que vous avez une économie forcément capitaliste. Vous pouvez avoir des marchés qui sont entièrement contrôlés par des joueurs, dans lesquels il y a des ordres d'achat qui sont mentionnés simplement pour avoir la quantité nécessaire, et vous organisez votre production en fonction, etc. La liberté est très grande. Vous pouvez aussi reproduire une économie capitaliste traditionnelle avec des Wall Street, avec probablement des marchés qui s'agrègent les uns les autres, qui se concentrent, et vous avez des effets d'agglomération où vous allez avoir, plutôt qu'un marché en face de chez vous où vous vendez vos 2-3 productions, au bout d'un moment, une espèce d'énorme truc en orbite avec des hangars gigantesques, et vous pouvez acheter des supercroiseurs interstellaires, il y en a 250 dans le hangar, etc. Ça va de ça, du truc le plus petit, jusqu'à la construction la plus énorme. Je vous ai parlé aussi des safe zones, donc ces environnements dans lesquels on veut créer une certaine stabilité. Vous ne pouvez pas avoir une économie qui se développe, je pense, et vraiment des civilisations qui prennent un essor, en tout cas pas rapidement, si votre monde, c'est une espèce de monde à la Mad Max, où tout le monde s'entretue et il n'y a aucun... Voilà. C'était un peu le cas de notre monde, je veux dire, voilà, même au Moyen-Âge. Hein, à un moment donné, les gens se rassemblent dans des villages, ils construisent des grosses barricades pour se protéger des brigands, ça se structure, ça devient des gros murs, ça devient des villes, etc. Vous voyez, mais ça prend du temps. Donc on essaie d'amorcer un petit peu et aussi de préserver les joueurs qui veulent avoir une activité plus créatrice ou constructive, qui ne sont pas là pour défendre leur territoire en permanence. Donc, safe zone. Système de crafting, industrie, j'en ai un petit peu parlé, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais on essaie vraiment de reproduire tout, de la collecte des matériaux, leur transformation chimique, jusqu'à la fabrication de pièces détachées qui viennent ensuite, qui sont utilisées pour la construction de vaisseaux, de villes, de bâtiments, de ce que vous voulez. Les Resurrection Nodes, c'est en fait la technologie qui permet aux joueurs de se régénérer si jamais ils sont tués dans un affrontement, ou parce qu'ils tombent d'une falaise, de se régénérer à un endroit de leur choix. Donc ça, c'est fondamental et c'est assez intéressant parce que c'est pas juste une espèce de pirouette de gameplay, c'est aussi quelque chose qui va générer du conflit, générer de la stratégie. Si vous êtes attaqué par une flotte d'ennemis, un bon général, sa première préoccupation, c'est où sont les Resurrection Nodes, parce que s'il peut désactiver s'il peut les neutraliser, si vous voulez, il est garanti que quand il aura éliminé quelqu'un parmi les attaquants, il sera téléporté à beaucoup plus loin. Parce que la règle, c'est que vous vous réincarnez dans le Resurrection Node le plus proche de vous. Donc si vous faites le ménage des Resurrection Nodes dans un secteur donné, vous expulsez, si vous voulez, les gens que vous tuez à plus loin. Ce qui est une bonne façon de régler le problème du conflit. L'exploration spatiale, un sujet peut-être dont on va discuter ensemble ici. Il y a vraiment tout ce volet de construction de vaisseaux, d'exploration, de stratégie d'exploration, de découverte de nouveaux matériaux, de prospection, d'outils de scanning qui permettent d'avoir une analyse des sols et de la composition des différentes planètes. Plein de choses passionnantes à faire, je pense qu'il pourrait être vraiment intéressant à creuser. Donc je laisse ce sujet-là ouvert. Et le système de contrat qui est en fait un système de job qui permet aux joueurs de
publier des besoins. De dire, voilà, j'ai besoin de gens qui vont m'aider à miner tant de matériaux, etc., qui est un élément aussi important de cette simulation de civilisation. Et la backstory, je vous en ai un tout petit peu parlé, enfin je vous ai évoqué, je vous ai dit que ça existait. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour vous. C'est une idée pas du tout originale non plus d'ailleurs. Une étoile à neutrons est détectée et on se rend compte, enfin, qui arrive vers nous, en fait, on se rend compte qu'il va avoir une collision avec le système solaire ou à minima une perturbation assez drastique des orbites et que de toute façon on s'en sortira pas. Et on a 500 ans pour évacuer la planète. Imaginez, c'est ça le schéma. On est en 2027, je crois, et on découvre ça, voilà, d'une ancienne supernova. On a une étoile à neutrons qui va nous percuter. On a 500 ans. Dans 500 ans, c'est fini. Et donc, l'humanité s'embarque dans la construction d'énormes arc-ships qui ont pour but d'embarquer un maximum de gens et de les faire partir vers une nouvelle destination qui est la planète où le jeu démarre, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la planète, la nouvelle planète dans laquelle l'humanité va reconstruire tout à partir de rien. Vous voyez, on a toujours ce problème dans un MMO, il faut expliquer pourquoi vous démarrez, qu'il n'y a rien, que vous vous souvenez de rien, etc. On a cette idée-là. Mais c'est une idée intéressante, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si quelque chose comme ça, est-ce qu'on serait capable de construire en 500 ans la technologie qui permettrait de sauver les gens? Intéressant. 500 ans, c'est bien, c'est tellement loin que tout est ouvert. Les technologies, on a deux essentiellement. La technologie serveur qui permet d'avoir des millions de personnes dans le même monde au même moment. Et la technologie dite voxel qui permet de modifier physiquement l'environnement, faire des trous, tout ce que vous voyez là, de manière assez libre et en allant au-delà des cubes à la Minecraft. Donc j'avais prévu deux vidéos, mais on va passer assez vite pour illustrer ça. Essentiellement, je vous donne un hint de la techno serveur. Vous voyez, tous ces points blancs, ce sont en fait des joueurs. Et la technique qu'on utilise, c'est que plus les gens se rassemblent dans un point, donc plus la densité augmente, plus on subdivise l'espace en cubes, vous voyez, de plus en plus petits. Avec l'idée, si vous voulez, pour simplifier, que chaque cube est un serveur, est une machine physique. Donc quand la concentration des joueurs augmente, et c'est là le cœur du problème en réalité, hein, c'est ça qu'il faut traiter, on va en fait allouer plus de machines et plus de CPU là où il y en a besoin de manière complètement dynamique. Ça, personne ne le fait, à ma connaissance aujourd'hui. C'est plutôt une approche statique. Vous avez une subdivision statique de l'espace et quand il n'y a plus de place, vous êtes obligé de faire la queue ou vous ne pouvez pas entrer dans la zone d'espace qui a été attribuée à telle machine. Nous, on n'a pas du tout ça. C'est dynamique. L'autre élément fondamental, c'est que plus, je passe tout ça, plus vous regardez loin, plus les choses que vous voyez sont, enfin moins elles sont mises à jour fréquemment. Ce qui n'est pas grave parce qu'elles sont loin, justement. Donc avec cette technique-là, on contrôle la bande passante. Et c'est amusant d'ailleurs, il y a un effet secondaire qui est que plus vous regardez loin, plus les choses en fait vivent dans le passé, parce que vous avez besoin d'attendre un peu avant d'avoir suffisamment de données pour interpoler. Et donc plus vous regardez loin, plus les choses sont dans le passé. Si ça vous rappelle quelque chose, moi aussi. Et il y a plein de trucs comme ça rigolos où on se retrouve avec des trucs qui correspondent un peu à des principes du monde réel. Donc sommes-nous dans une simulation? Peut-être qu'on va le démontrer implicitement en se rendant compte que pour des contraintes d'optimisation, on est en fait obligé de faire des choses qu'on retrouve dans le monde réel. Qui sait? Je plaisante parce qu'en fait, quand on fait les calculs, ça ne marche pas du tout. Bref. Bon. Vous voyez là dans cette vidéo, on a plus de 1200 joueurs qui sont au même endroit. En réalité, il pourrait y en avoir beaucoup plus parce qu'ils sont coupés à une certaine distance, mais la coupure n'est pas statique. Vous êtes dans une bulle, en quelque sorte, qui se déplace avec vous. Et vous avez tous ces joueurs simultanément présents. C'est du jamais vu. Voilà, c'est vraiment très innovant. La plupart des jeux, vous n'avez pas du tout ce type d'immersion. Voilà, alors je passe, je ne sais pas comment je fais. Si je clique, ça marche, non? Ça, je vais passer complètement, c'est la technologie voxel. J'ai juste une image peut-être à vous montrer, c'est ça, c'est que en réalité, vous avez derrière tout ce que vous voyez de lisses, etc., vous avez un maillage et ce qu'on appelle une Hermit Data Field, qui est en fait une grille dans laquelle vous stockez des informations normales, qui sont donc des vecteurs, hein, qui permettent de reconstituer une pente, une courbure, et donc d'approximer, avec un degré de précision donné, nous c'est 25 cm, d'approximer des formes qui ne sont pas nécessairement des carrés. Voilà. Je mentionne qu'on a, et je conclue je pense sur ça, on a fait un Kickstarter qui s'est formidablement bien passé. On est le 3e plus gros Kickstarter de jeux vidéo au monde. Donc, ceux qui ne connaissent pas Kickstarter, c'est du financement participatif. On dit aux gens, voilà, si ça vous plaît,
aidez-nous en finançant ce concept et ça va nous permettre d'innover parce que c'est difficile de financer des projets comme ça avec des investisseurs classiques parce que c'est très innovant, c'est très risqué, c'est tout ce que vous voulez. En fonction du type d'investisseur, c'est plus ou moins facile. En général, c'est difficile. Donc là, on a eu en fait une validation en amont de notre marché puisqu'on a levé pratiquement, enfin plus d'un demi-million d'euros avec plus de 8000 personnes qui nous ont soutenus pendant le mois qu'a duré le Kickstarter. On continue d'ailleurs parce qu'il y a des retardataires qui nous ont demandé, donc on a mis en place un site qui permet aux gens de continuer à nous soutenir. C'est un moyen vraiment intéressant parce qu'en plus, au-delà de l'aspect financier, il y a vraiment la possibilité d'interagir avec cette communauté et on le fait et les échanges sont en permanence et c'est vraiment très intéressant de construire quelque chose, enfin de construire un produit tout en étant en contact avec vos futurs clients. C'est idéal. Ils vous aident à le faire financièrement, ils vous aident à le faire par leur feedback. C'est un modèle vraiment qui est assez récent. Voilà, donc tout le monde parle de nous, on est super connus, je passe. Et je vais conclure sur cette dernière image de forêt. Voilà, essayer de créer un monde qui soit beau, qui soit stimulant, qui pousse l'imagination pour que les gens s'emparent de building blocks, de concepts très simples qui vont pouvoir recombiner pour recréer une civilisation qui a vocation à aller dans l'espace, à explorer une nouvelle planète, à construire des nouvelles technologies pour faire ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de points communs avec le CNES et les gens dans cette salle. Donc, je vous remercie et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Merci. Bonjour, merci. Bonjour. Vous n'avez pas parlé de la monétisation de votre jeu? Alors, je voulais rester plus sur les grands principes et moins sur le côté business. Mais oui, alors la monétisation, elle est très simple. C'est une monétisation par abonnement. Le même modèle qu'un jeu qui s'appelle EVE Online, que vous connaissez peut-être, alors qui est passé en free-to-play récemment, mais en réalité c'est pas vraiment free-to-play, c'est free-to-try, et bref. Donc on a le même mécanisme, c'est-à-dire vous pouvez essayer le jeu gratuitement pendant un certain temps, avec des limites, et ensuite vous payez un abonnement, comme vous payez votre abonnement téléphonique pour rentrer dans cet univers et avoir votre clé d'entrée. Alors c'est pas aussi tranché que ça, parce que alors l'abonnement sera entre 10 et 13 euros par mois, donc c'est pas en soi vraiment très très cher, surtout si on considère, on peut s'amuser à regarder en fait le prix de l'heure de fun. Aujourd'hui, un jeu vidéo dit AAA, c'est-à-dire grande qualité, blockbuster, etc., c'est à peu près 60 euros, et vous avez 20-30 heures de fun quand vous avez de la chance. Ça vous fait l'heure de fun aux alentours de 2-3 euros. Donc si vous voyez avec 10-13 euros par mois, vous avez largement de quoi financer. Enfin, c'est moins cher, si vous voulez, l'heure de fun, si vous pensez que vous allez jouer potentiellement dans cet univers plusieurs heures par mois, dizaines d'heures, pourquoi pas. Il y a un deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'il est possible pour les joueurs d'acheter un coupon de temps qui va devenir, ils l'achètent à nous en fait, et quand ils le font, on leur donne ce coupon sous forme d'item dans leur inventaire. Et cet item, ils peuvent le vendre sur les marchés du jeu à un prix que je ne connais pas, mais qui va être déterminé par l'offre et la demande. Mettons voir 200 millions de monnaies virtuelles. Eux, donc, ils ont dépensé l'équivalent d'un mois de jeu, ou un peu plus cher, mais disons voir l'équivalent d'un mois de jeu en argent réel, et ils récupèrent 200 millions d'argent virtuel. Ça leur permet de mettre le pied à l'étrier. Mais de l'autre côté de l'équation, vous avez des joueurs vétérans, des joueurs très actifs, qui génèrent, je ne sais pas, pourquoi pas 1-2 milliards par mois d'activité de par leur action dans le jeu. Et eux, tous les mois, ils vont sur les marchés acheter ce coupon de temps à 200 millions. Et eux, évidemment, ils le transforment en un mois de jeu. Ils l'utilisent, en fait. Et ce modèle-là, c'est assez original, c'est très intéressant. C'est ce que fait aussi EVE Online. Chez eux, ça s'appelle des Plex. Nous, on appelle ça des DAC. Mais ça permet, en fait, de dire, plus vous êtes actif dans le jeu, plus vous allez créer de contenu et de richesse, en fait, dans cet univers, plus il y a des chances qu'en fait, au bout d'un moment, vous ne payez plus, quoi. C'est gratuit pour vous. C'est un très beau concept. C'est exactement l'inverse du free-to-play. Dans un free-to-play, c'est gratuit quand vous commencez, et puis quand ça commence à devenir sérieux et que vous êtes vraiment accro, en fait, là, vous payez. Nous, c'est un peu l'inverse. Et en fait, c'est cohérent puisque la valeur de cette entreprise à long terme, je pense que ce sera moins sa technologie, même si elle sera essentielle et qu'il la faut bien, mais c'est que plutôt son contenu et sa communauté. Donc, en quelque sorte, on récompense les gens les plus actifs, ceux qui créent de la valeur finalement pour l'entreprise, en leur permettant de jouer gratuitement. Voilà. Et sur ces jeux-là, souvent on voit quand c'est ouvert à ce point-là,
des phénomènes assez désagréables qui se créent, que les joueurs n'aiment pas du tout. Vous avez parlé d'un open world complet qui posait des problèmes et qu'il fallait des safe zones. Enfin, typiquement, est-ce que vous avez de l'emprisonnement? Ça, c'est une première question. Et sinon, comment vous gérez les échanges entre joueurs? Typiquement, il y a des phénomènes d'extorsion qui se présentent très rapidement, et la plupart des jeux comme ça sont obligés de mettre des règles très drastiques sur l'économie pour empêcher ces phénomènes d'extorsion, ce qui bride complètement l'économie libre. Alors, on est sur ces questions d'extorsion, on va être vraiment dans la ligne de Evil Line, c'est-à-dire une grande liberté, mais quand on franchit la frontière du monde réel, c'est-à-dire quand des menaces ou des propos ou n'importe quelle action va être menée en dehors du jeu contre une personne, là on intervient. La règle, c'est que ça doit rester dans cet univers, ça doit rester cette espèce de bulle, et on reste dans ce monde. On a aussi en place tout un tas de mécanismes de gameplay qui vont permettre d'assurer de la protection aux joueurs. J'ai parlé des safe zones, mais il y a aussi des territoires qui vont permettre de créer des zones relativement safe, mais aussi des bulles de protection, ces espèces de gros boucliers qui coûtent très très cher, mais qui sont extrêmement difficiles à casser. Puis si on veut les casser, il y a un timer de 48 heures qui permet aux gens de réagir, etc. etc. Je pourrais faire une longue liste de mécanismes qui ont été vraiment explicitement pensés pour qu'il y ait un déséquilibre, si vous voulez, entre l'agression et la protection. On a plutôt envie de créer un monde qui est orienté vers la coopération que vers l'agression. Mais il faut de l'agression, parce que sinon, vous n'avez pas l'élément fondamental de n'importe quel bon film américain, ou de la dramaturgie, et ça s'applique aussi à Shakespeare, qui est le conflit. Donc il faut du conflit, sinon c'est pas intéressant. Voilà, après, c'est aussi quelque chose où il faut qu'on accepte d'être humble sur le fait qu'on va ouvrir des possibilités et des modalités d'interaction que pour l'instant personne n'a vraiment ouvert à ce point-là. Donc il est possible il va falloir qu'on s'adapte, on va découvrir des problèmes sur la façon dont les gens coopèrent et interagissent entre eux. Mais il y a l'exemple de Evil Line qui peut nous aider aussi, parce qu'ils ça fait 13 ans qu'ils existent, et ils ont vraiment beaucoup de savoir-faire, on va dire, sur ces questions-là, et c'est un bon point de départ, on va dire. Mais oui, comment faire pour qu'on n'ait pas un monde à la Mad Max et qu'on ait plutôt des grandes villes qui se développent, une économie, un monde intéressant. En tout cas, de mon point de vue, tout ça est très subjectif en réalité. C'est qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le veut. Finalement, c'est les joueurs qui vont décider. La seule chose qu'on doit faire, c'est qu'à chaque fois qu'on met un pouvoir, on doit également mettre un contre-pouvoir, de telle sorte que les joueurs puissent trouver leur équilibre. Fondamentalement, c'est ça la règle. Si on permet aux gens de dynamiquement créer leur équilibre, et qu'on fait ça bien, le résultat, finalement, si vous voulez, c'est ce que les joueurs veulent. Et après, il faut le respecter, quoi. Jean-Christophe, j'ai une question qui vient de la plateforme Internet. En fait, il y a un petit peu de texte et une question pour finir. Oui. Rappelez-vous Second Life, un jeu qui mettait en place toute une société virtuelle. Il faut constater que plus personne ne s'en préoccupe. Plutôt qu'une civilisation virtuelle, il me semblerait utile de parler du monde bien réel qui est en train d'émerger avec l'intelligence artificielle. Des voitures automatiques qui vont faire disparaître le métier de taxi, mais aussi le métier de chauffeur de camion. Les robots qui sont capables de synthétiser les informations du web, faisant disparaître le métier de documentaliste. L'assistance au diagnostic qui peut se substituer dans une certaine mesure aux médecins. Les outils de reconnaissance vocale qui vont se substituer au centre d'appel. La question: quelles pourraient être les conséquences de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les métiers du spatial? Alors, vaste question. Je vous propose d'organiser peut-être une autre conférence où j'aurai vraiment plaisir à répondre à ça, parce que j'ai vraiment des choses à dire sur ces questions-là, évidemment. Mais c'est un sujet très vaste. Je ne peux pas commencer à répondre parce que sinon on va y passer, surtout que j'ai plutôt tendance à parler longtemps, donc on va y passer au moins 10 minutes. Sur la question finalement mais à quoi ça sert de se préoccuper de monde virtuel, il y a déjà plein de choses à faire dans le monde réel, etc. etc. Je pense que c'est pas l'un ou l'autre. C'est deux sujets. Le monde réel a ses problèmes, mais le monde virtuel est aussi quelque chose qui peut nous aider, comme j'ai dit, à comprendre le monde réel. Peut-être pas, mais ça vaut le coup d'essayer. Ça offre aussi des points de rencontre pour l'humanité qui sont différents du monde réel et qui peuvent être positifs.
ou négatif. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est à explorer, qui n'est pas complètement inutile. C'est pas que de l'entertainment non plus, parce qu'on y apprend des choses, on y apprend socialement des choses. Quand vous êtes à la tête d'une organisation de 1500 personnes dans un monde comme ça, vous êtes à la tête d'une organisation avec 1500 personnes. C'est-à-dire vous avez une structure hiérarchique, vous tenez des réunions de décision de comité exécutif, vous avez des réunions sur Skype, vous pilotez une organisation de 1500 êtres humains. Ça fait pas semblant, quoi. Donc c'est absolument extraordinaire. Et ça, je l'ai vu dans des jeux qui avaient aussi certains points communs avec Dual Universe. On mentionnait Second Life. La personne a dit c'est un jeu qui... Moi, je pense que ce n'est pas un jeu, Second Life. Déjà, grosse différence. Et je pense que c'est un des problèmes. C'est que si vous voulez créer quelque chose qui est attachant, dans lequel... il y a cet enjeu, où il y a ces conflits, vous avez besoin de vous approcher de l'aspect ludique, de créer un jeu dans lequel vous allez pouvoir créer des choses, entrer en compétition, vous fixer des objectifs, découvrir un monde qui continue, qui a un certain sens de réalité. Second Life, ça ressemble plus à un espèce de navigateur web en 3D, dans lequel il n'y a pas de conflit, il n'y a pas ça, enfin, à ma connaissance. Et ils ont également mélangé l'argent réel et l'argent virtuel. C'est pas un monde dans lequel on est vraiment déconnecté de la réalité, d'une certaine manière, puisque l'argent, le vrai argent, il joue un rôle important. Nous, c'est important justement de faire une coupure nette, de créer un monde qui est une vraie bulle de fantaisie, qui vous isole. Vous vous connectez, vous mettez peut-être un casque de réalité virtuelle, vous plongez là-dedans et c'est autre chose. Donc voilà, il y a énormément de différences entre Second Life et Dual Universe. Ce n'est pas une mise à jour cosmétique de l'idée de Second Life. Je pense que le point commun avec Second Life, c'est ce vieux rêve de science-fiction. Vous voyez ce que j'ai dit tout au début, cette espèce de rêve de créer un monde virtuel. Ok, et ensuite l'exécution, la façon dont ce rêve est abordé, il n'y a pas que Second Life, il y a eu d'autres projets aussi, va différer en fonction des projets. Nous, on a une approche qui est radicalement différente, tout simplement parce qu'à sa source, il y a une technologie qui permet d'avoir des millions de personnes simultanément dans le même monde. Ça veut dire qu'on peut créer des villes, ça veut dire qu'on peut avoir des échanges commerciaux, on peut avoir des masses critiques qui apparaissent dans les interactions latérales entre les différentes personnes. Et ça, tout simplement, ça n'a jamais été fait. Donc si ça, c'est nécessaire, c'est normal que tout ce qu'on a vu avant n'ait pas fonctionné. Et c'est possible que ce qu'on fait là puisse fonctionner, justement. Et merci. Oui, bonjour. Donc j'aurais une question par rapport, je dirais, un petit peu aux valeurs qui vous motivent derrière ce jeu. Donc vous nous avez présenté ce jeu comme quelque chose effectivement où tout est possible, la personne peut s'immerger, se projeter, créer son univers, puisque c'est bien l'objectif. Et au fur et à mesure de la démonstration, on voit quand même que vous êtes obligé de faire un certain nombre de trade-offs, d'arbitrage, d'une part pour que le joueur puisse prendre en main assez facilement la chose et puisse rentrer dans le jeu. Et d'un autre côté, vous êtes aussi à la recherche de choses beaucoup plus détaillées pour rendre la chose réaliste et permettre le développement donc d'un univers, puisqu'on va au-delà d'une civilisation, d'un univers. Pour revenir un petit peu sur ce questionnement de valeurs, puisqu'il y a un arbitrage, vous disiez un peu entre le force, contre-force, le bien, le mal, comment définissez-vous les critères autour de ça? Est-ce que ça reste en interne de l'équipe? Est-ce que vous dialoguez avec des personnes? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement les valeurs qui sont derrière? Alors, je ne sais pas exactement ce que vous appelez les valeurs. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce qu'est le bien et le mal. On peut faire un cours de philosophie, mais notre position, c'est de ne pas intervenir au-delà des nécessités, soit de la loi, pour commencer. Si quelqu'un s'amuse à faire un vaisseau en forme de croix gammée, on va faire quelque chose. On a eu le cas d'ailleurs, d'une organisation, espèce de truc suprémaciste, blanc, raciste, qu'on a immédiatement fermé. Ça, voilà. Mais ça, si vous voulez, on partage ces problématiques avec tous les gens qui mettent une plateforme de distribution de contenu à la main d'autres gens, hein, Facebook ou ce que vous voulez. On est dans la même catégorie de problématiques. Voilà. Notre but, c'est ça, c'est respecter la loi, également préserver l'équilibre du jeu avec des principes qui sont orientés joueurs. Par exemple, le principe de fairness, c'est-à-dire que vous devez toujours comprendre pourquoi ce qui vous arrive, et avoir le contrôle sur le niveau de risque, par exemple, que vous prenez. Tout doit être explicite pour que vous ne puissiez pas vous sentir frustré
par une situation que vous n'avez pas maîtrisée. Par exemple, ça veut dire qu'on n'implémentera pas, même si la communauté nous le demande beaucoup, le fameux rayon de la mort de l'étoile noire. Pourquoi ? Parce que ça permet d'annihiler une planète en un seul coup, très bien. C'est très amusant pour ceux qui appuient sur le bouton sans doute. Mais en attendant, pour les gens sur la planète, c'est pas faire. Parce que vous étiez en train de, j'allais dire, cultiver votre jardin, vous n'avez rien demandé à personne, vous ne savez pas d'où ça tombe, et pouf, vous n'êtes plus là. Donc ça, c'est pas faire. Et donc c'est un critère qui permet de déterminer est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on va laisser est-ce qu'on va introduire cette possibilité dans le jeu, est-ce qu'on va la brider si elle est là émergente et qu'on ne peut pas rien y faire, est-ce qu'on va mettre des mécanismes pour la contrer par rapport à ce principe de fairness. Vous devez comprendre pourquoi les choses vous arrivent et être au courant de ça. Maintenant, voilà, le bien, le mal. Si on a une organisation dictatoriale avec un type ou une femme qui prend le contrôle et qui devient un dictateur, et que vous avez des joueurs qui sont d'accord avec ça, et ces espèces de pirates qui agressent des gens, ouais, notre boulot, c'est de mettre en place les moyens pour que les gens puissent créer soit une police, soit une fédération qui va s'unir pour aller les neutraliser. Mais on ne va pas dire ah maintenant ça c'est pas bien, ça c'est bien. Parce que tout simplement, quand vous... D'abord, ça doit rester un jeu dans lequel il peut y avoir une forme d'agressivité, sinon, ce que je disais tout à l'heure sur la notion de conflit. Et puis aussi, vous avez le problème de définir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est très compliqué. Même, par exemple, cette histoire de croix gammée, vous avez un film qui est très marrant, une parodie de nazis qui s'appelle Iron Sky, peut-être certains d'entre vous le connaissent, film indépendant. C'est très drôle, c'est amusant comme tout, c'est vraiment... Et en fait, dans ce film, vous avez les nazis, en fait, se sont échappés après la guerre, ils sont partis sur la Lune, et en fait, ils sont sur la Lune depuis, et ils construisent leur revanche, donc ils ont construit un énorme vaisseau en forme de croix gammée. Alors, est-ce que, si on voit un vaisseau en forme de croix gammée, est-ce que c'est un hommage, un espèce de clin d'œil à ce film Iron Sky, ou est-ce que c'est l'expression d'un néo-nazi ? On peut même discuter de ce genre de choses, c'est compliqué. Donc voilà, nous on essaye d'être à un niveau méta qui est sur l'équilibre du jeu, faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus de joueurs qui puissent accaparer tout le contrôle et empêcher les autres de profiter du jeu. Voilà. Oui, j'ai en fait deux questions qui sont un peu liées et qui rejoignent un peu peut-être la question précédente. Vous dites que il n'y a pas forcément la civilisation qui va émerger n'est pas forcément capitaliste. Moi, je trouve quand même qu'au fur et à mesure de la présentation, on trouve beaucoup de marqueurs du capitalisme, l'économie, la propriété foncière, l'offre et la demande, le contrat. Enfin, il y a tout un voilà. Donc, je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis juste que finalement, ça peut être ça peut brider un peu l'évolution. Et donc je me demandais, y aura-t-il des pauvres dans ce monde ? Et est-ce que ça va être drôle de jouer un personnage pauvre ? Et la deuxième question, qui est liée, c'est, je vois une jolie forêt derrière vous. Est-ce qu'il y a une notion d'écologie dans tout ça ? Oui. Alors, les pauvres, l'économie capitaliste. Donc, il est clair, je pense, que il y a un espèce de vernis culturel qui nous amène à proposer des mécaniques qui sont en fait imprégnées d'une certaine culture qui est celle du XXIe siècle et du XXe siècle. Donc on retrouve, si vous voulez, des clés. Voilà. Il faudrait vraiment descendre beaucoup plus bas dans les briques et déconstruire beaucoup plus fortement, permettre aux gens de recréer leur monnaie, de démarrer par du troc, etc. Vous voyez, et puis et attendre que littéralement des années plus tard, les gens se structurent d'une manière ou d'une autre. Ça serait très intéressant. Ça permettrait par exemple de dire est-ce que l'évolution vers, par exemple, du capitalisme est inéluctable ? Est-ce que c'est une espèce de progrès pratiquement thermodynamique du truc et on ne peut rien y faire ? Bon, donc on part avec effectivement des préjugés. Néanmoins, ils sont facilement détournables. C'est-à-dire qu'on peut très bien sécuriser des territoires et déclarer au sein des gens dans ce territoire et avec les gens qui vont participer à ça, ok, ben nous on va mettre en place des règles différentes. On peut très bien mettre, comme je l'ai dit, mettre des marchés et pas s'en servir d'une manière ouverte. On peut fermer les marchés pour que seulement certaines personnes puissent y accéder et qu'il y ait quelqu'un qui décide de la production complètement détournable. Donc c'est peut-être pas la forme première invite à une certaine forme d'utilisation, mais les joueurs malins, et il y en a plein, vont le détourner s'ils en ont envie. Donc voilà. Ensuite, sur l'écologie, alors ça c'est un sujet vraiment intéressant.
que pour l'instant on n'a pas traité et qui pourraient être vraiment intéressants. Par exemple, plus vous avez d'activités industrielles, plus vous avez une espèce de pollution qui va avoir une conséquence en jeu, qui vous a une probabilité d'attraper des maladies qui sont pas, voilà, qui sont une gêne pour le joueur. Il ne faut jamais que ce soit l'arrêt de mort ou la prison. On parlait de la prison. Si vous faites une prison, je ne vais pas payer un abonnement pour attendre que leur peine s'efface. Ça ne marche pas, quoi. Je pense que ça marchera. Ceci dit, il peut y avoir des prisons qui émergent parce qu'on a mal calibré certaines choses. Il peut y avoir des matériaux extrêmement résistants et le gars il est coincé, etc. Bon, il peut toujours se suicider pour se régénérer un peu plus loin, donc c'est compliqué. Mais bref. Sur l'écologie, donc on pourrait imaginer des mécanismes qui font qu'on a un trade-off entre le développement économique, la productivité et d'autres contraintes qui font que si on fait ça, il faut se doter d'antidotes quelque part par rapport à ce que ça génère. Et bien entendu, des joueurs pourraient décider que non. Nous, on va justement avoir une approche qui est non productive, plus cool. On va faire des sculptures, on va essayer de faire des concours autour de ça, on va explorer, on va simplement profiter de cet univers, on va organiser, je ne sais pas, pourquoi pas des cours, des espèces de classroom où on fait venir des gens, on leur parle de programmation, n'importe quoi. Des tournements complets du concept initial. Je ne sais pas si certains de vous connaissent un livre qui s'appelle Ready Player One, qui est assez connu dans le monde anglo-saxon, qui a été récemment traduit, je crois. Spielberg est en train d'en faire un film, donc vous allez certainement entendre parler. C'est vachement intéressant. Dans ce livre, il y a un monde virtuel comme ça, dans lequel les gens vont à l'école, ils apprennent des choses. Donc ça peut aller beaucoup plus loin qu'un simple amusement. Ça peut vraiment devenir un espèce de monde dual, dans lequel il y a une activité sociale et même éducative qui peut être surprenante. À voir, on en reparle dans quelques années si tout ça fonctionne bien. Mais voilà, donc pour conclure la conclusion, je pense qu'on va en terra incognita. Il y a des tas de choses sur lesquelles on n'a pas de réponse. Comme toute innovation technologique, scientifique, il y a une part de risque, une part de... on tente quelque chose qui n'a jamais été fait. Moi, je trouve ça excitant, c'est ce qui m'intéresse. Et je pense que ça arrive de toute façon. Je peux arrêter demain, c'est pas ça qui va... Il y a un mouvement de fond autour des mondes virtuels, de la réalité virtuelle. On n'a pas beaucoup parlé du casque d'immersion dont vous avez tous entendu parler, j'imagine, mais il est bien clair que c'est un environnement pour ça aussi, qui pourrait être intéressant. Donc voilà, on essaye d'explorer ce nouveau territoire et rendez-vous dans quelques années, quand je l'espère, ce monde sera peuplé pourquoi pas de millions de gens, et on verra ce que l'humanité va décider d'y faire. En tout cas, une sous-partie bien biaisée de l'humanité, pour l'instant, qui s'appelle les joueurs de jeux vidéo. Merci. C'est parti pour la synthèse. Pardon pour les questions qu'on est obligé d'écourter. Vous avez la possibilité de les poser via la plateforme Internet. Il n'est jamais trop tard et nous transmettrons les questions à Jean-Christophe un peu plus tard. Jean-Christophe, un grand merci pour cette intervention fort intéressante. Merci pour votre attention. Je vous ai senti extrêmement studieux, extrêmement, un peu comme moi je l'ai été, frappé par cette démonstration. Je la trouve absolument hallucinante et vraiment prégnante, cette démonstration. Elle ouvre des horizons qui sont effectivement au premier abord virtuels, mais qui nous donnent vraiment matière à penser sur notre monde réel et sur la frontière que j'ai ressentie, peut-être vous aussi, comme extrêmement ténue entre le virtuel et le réel. Cette frontière qui sépare les deux, vraiment limite, elle ressemble à pas grand-chose, je crois. Alors, Nova Quark crée Dual Universe et je peux dire c'est la première génération de monde virtuel massivement connecté. On peut interagir non seulement d'un point de vue du contenu, mais vous l'avez compris, on peut interagir également d'un point de vue du social, et ce qui est assez troublant, je dirais même dire jusqu'à troublant. Le contenu, nous l'a dit Jean-Christophe, est un contenu qui est émergent.
Des blocs sont mis à votre disposition pour vous permettre de construire, mais aussi d'assembler, vous l'avez vu, c'est très ludique, de creuser, de faire apparaître des formes, d'en détruire certaines autres, toujours dans l'idée de s'approcher de ce que vous avez envie de mettre en place sur ce territoire. Donc, en plus du contenu, le critère social est très important, mais il est aussi intriqué avec la politique. Il est étendu aussi à l'éthique, à l'économie et à la science. Et il est même possible de créer, on l'a vu ici, une place de marché avec une grande liberté. Donc, on laisse finalement l'émergence des choses, des objets et des interactions sociales se positionner librement. On a cette notion de liberté qui plane dans tout l'exposé de Jean-Christophe et dans cet esprit qui est véhiculé par Nova Quark. Ce que l'on attend, dit Jean-Christophe, et c'est aussi un petit peu une notion qui est fortement liée à l'émergence, c'est d'être surpris. Et je pense que c'est beau d'être surpris parce qu'à cette notion de surprise est fortement corrélée la notion de rêve et la notion d'imaginaire et de rêve qui nous pousse. Alors les structures humaines, elles sont construites, parce que derrière ça, il y a bien évidemment de la technique, elles sont construites grâce à un langage machine qui gère au-delà de l'installation les interactions et les évolutions que vous produisez et que la communauté produit dans le jeu. C'est quand même une belle prouesse technique, me semble-t-il. Alors l'innovation, elle est bien sûr possible, vous l'avez compris, dans cet univers, et en plus de l'innovation, on a la possibilité d'être remercié, félicité et de connaître des grands succès. Quand même pas rien. Cet univers autorise aussi à se battre. Parce que, a priori, pour avancer, il faut se battre. Alors là, je vous renvoie à la conférence, si vous ne l'avez pas écoutée, d'hier, qui a été prononcée sur la stratégie de coopération par Jean-Paul Delahaye, qu'on pourrait tout à fait associer, au moins sur ce domaine-là, à l'intervention de Jean-Christophe aujourd'hui. Quelle est la meilleure stratégie à mettre en place pour gagner ? Alors, des zones sécurisées sont quand même présentes dans le jeu, des safe zones, qui constituent des sortes de havres de paix, parce que se battre, a priori, c'est nécessaire, mais avoir un petit peu de recul et de paisibilité, c'est peut-être aussi très important, et voire même, si on veut être traité en tant qu'humain, absolument indispensable. Vous avez noté cette relation de jeu, virtualité, et toujours cette présence de vouloir traiter le joueur en tant que, d'abord, être humain. Et on lui construit ce havre de paix, on lui construit cette belle forêt que vous avez vue en dernière image, où très sincèrement on a envie de se promener et dans le virtuel et dans la vraie vie. Alors, Jean-Christophe ajoute, et c'est important, j'ai souligné cette phrase, qu'il faudra atteindre une masse critique suffisante dans ce jeu, dans ce monde virtuel, pour que ce monde virtuel puisse nous aider dans notre réalité. Personnellement, j'y crois fortement. Et je pense que Jean-Christophe m'a encore davantage convaincu, et peut-être vous aussi. Tester dans le monde virtuel, peut-être nous permettra vraiment de faire des progrès, des pas de géant dans le monde réel. Et vous l'avez vu, le tout petit vaisseau, Jean-Christophe a pris le temps de faire un zoom arrière pour que vous puissiez voir la toute petite place qu'occupait ce vaisseau dans cette grande station spatiale. Eh bien, construire ce bâtiment à cette échelle, dans ce monde, dans cette planète où nous sommes aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué que sur la planète Ayot. Donc, une expérimentation de ce type-là, sincèrement, dans l'industrie, elle a vraiment un bel avenir, me semble-t-il. Alors, le jeu démarre donc sur cette belle planète Ayot, où donc modifions l'environnement, et ce, en temps réel. Il y a une notion de temporalité qui émerge du jeu et qui, elle aussi, est très importante, y compris dans la vraie vie, c'est la même chose. Je crois que le fait que le temps soit mis en avant ici nous rapproche encore et rend la frontière entre le virtuel et le réel encore plus ténue, nous rapproche encore de ce qui peut nous aider parce que ça correspond vraiment à ce qu'on est et à ce qu'on fait. Alors, quand on est sur Ayot, on modifie l'environnement en temps réel, mais qu'à cela ne tienne, nous partons aussi en orbite pour une vue plus globale, pour voir aussi non seulement Ayot de loin, mais aussi les planètes qui environnent Ayot. Et ça me fait penser à la vraie vie, à vos satellites, à vos observations de la Terre, à cette espèce de souci que vous avez en temps réel de veiller à ce que nous nous portions bien, à veiller à ce que nos ressources soient épargnées et que nous consommions de la meilleure façon pour consommer le plus longtemps possible et vivre bien.
C'est ce que j'ai ressenti avec cette démonstration. Et en plus de cette vue globale, on a aussi un petit accent sympathique qui est mis sur la main que l'on a lorsqu'on veut faire se lever ou se coucher le soleil. Et ça aussi, ce cycle qui est le nôtre est fondamental, fait partie de nos racines et est judicieusement repris dans ce monde virtuel qui finalement, on se demande à quel niveau il est encore. Donc en fait, Jean-Christophe le souligne, c'est important, tout est éditable dans ce jeu, y compris ses constituants, les outils qui nous permettent de construire le vaisseau. Nous devenons, et ça c'est fondamental, sculpteurs, nous devenons ingénieurs matériaux, nous devenons spécialistes moteurs. Il existe de vrais environnements qui gèrent les lois physiques et les plus chevronnés pourront se lancer dans ce qui est leur passion, soit leur expertise du moment, soit une expertise qu'ils pourront acquérir en discutant, pourquoi pas, avec la communauté qui, comme vous l'avez vu, a été mise en place. Une fois construit le vaisseau, c'est très simple, il suffit de décoller, de piloter jusqu'à ce que l'on atteigne, par exemple, la station orbitale. On a cette espèce de notion de fluidité, de facilité qui encourage à aller au-delà et c'est à corréler avec l'apprentissage, notamment à l'école, chez les enfants, qui, lorsque on leur donne cette dimension de rendre possible, de fluide, encourage et permet d'aller au-delà de ce qu'au premier abord on aurait été en mesure de faire. L'idée est de rendre le rêve de chacun possible, c'est ce que nous dit Jean-Christophe. Nova Quark a d'ores et déjà créé une communauté qui s'organise en corporation, se donne des objectifs, et il existe aussi une notion de territoire, donc très proche de celle qu'on connaît ici. Un système de droits et de devoirs a été mis en place, également un système de gestion de ressources. En fonction des marchés, de l'offre et de la demande, la valeur des ressources fluctue, c'est un peu comme dans la vraie vie, j'aimerais dire. Et l'industrie, et notamment ce qui vous intéresse plus particulièrement, l'industrie spatiale, ne sont bien entendu pas laissées pour compte et sont représentées dans ce bel univers que constitue le Dual Universe. Alors, le bac à sable est créé. J'aime beaucoup cette phrase, je l'ai notée. Merci Jean-Christophe pour ce raccourci. Le travail de Nova Quark maintenant consiste à faire en sorte que techniquement ça fonctionne. Nova Quark a créé quelque chose qui a du sens et qui a fait naître une sorte de réalité, presque une réalité. Et ce jeu, dans lequel plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, va peut-être être une des clés pour réfléchir à notre vie, à son évolution, à notre univers. C'est un monde qui est beau, stimulant et qui pousse à l'imagination. Donc je vous souhaite bon jeu, certainement dans Dual Universe, également dans la vraie vie. Je vous retrouve pour la dernière matinale des idées de cette série de la journée des journées publiques de l'innovation mercredi 30 novembre. Cela se passera au CNES à Deménil à 9h. 9h30. Non, je vous vois, vous n'êtes pas content parce que ce n'est pas à Toulouse, je comprends. Ne soyez pas inquiets, ce sera retransmis en streaming. Vous pourrez le voir de votre ordinateur ou de n'importe quel endroit sur lequel vous vous trouverez dans cette belle planète Terre ou pourquoi pas Dual Universe et IOT. Nous accueillerons un monsieur qui s'appelle Hervé Svirn. Il nous parlera d'un sujet qui est simple, déterministe, veut-il dire prédictible. Et nous nous interrogerons sur le fait qu'il soit ou non toujours possible de comprendre intuitivement le fonctionnement d'une machine si elle est simple. Voilà, un beau programme. Vous avez, je vous le rappelle, la possibilité de donner vos idées, de commenter, de poser des questions sur la plateforme Internet qui est dédiée à cet effet. Alors surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de rêves et de belles collaborations. À bientôt.